La situation est en évolution. COVID-19 m'amène à nouveau à m'adresser. C'est premier geste, faut se laver les mains et bien frotter tout le savon, 30 secondes au moins. Plus d'accolade dans la rue, surtout pas de bise. Tu croyais pas le choix, en vérité, on est en temps de crise. On a créé le logo style, on se salue de loin. Je dirais pas de voir ronger les gens si j'ai besoin de rien. Y a pas de panique, mais la mort, je l'ai plus de près. Jean-Michel est mort, ça fait 2 jours qu'il repose en paix. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout d'abord, toutes nos excuses pour ces minutes de retard apportées à la diffusion de cette 8e conférence virtuelle et nocturne consacrée aux différentes implications du Covid-19, une initiative de 2 organisations. Il s'agit de l'Ex-Africa et le programme Citizen de JIDER. Beaucoup de thèmes en lien avec le Covid-19 sont débattus au cours de ces webinaires, et des implications sanitaires, socioculturelles, droits humains, etc. C'est ainsi que ce jeudi 30 avril 2020, nous avons comme invité le docteur Ibrahima Khalil Niang. Il est sociologue du développement et des relations internationales. Docteur Niang, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Lika, merci de m'avoir bien voulu inviter dans la série des webinaires de JIDER et de l'Ex-Africa. Donc c'est tout un plaisir pour moi d'être là parce que sur la base en fait de ceux qui m'ont précédé, et je pense que c'est une tribune qui est d'une qualité extraordinaire et c'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur Niang. Nous allons donc vous présenter à nos followers parce qu'on a accusé quelques minutes de retard, quand même 15 minutes. J'espère que Ndeye va nous laisser un peu déborder, 15 minutes de plus au cours de ce webinaire. Je rappelle déjà le thème de la conférence de ce soir, quelles leçons tirer de la Chine dans la gestion du Covid-19. Je crois qu'une petite introduction vous permettra, docteur Niang, de camper un peu le sujet. De quoi il s'agit exactement? Voilà, merci Lika. Il est clair que quand on veut parler en fait des leçons qu'on pourrait tirer de la Chine par rapport en fait à la gestion de la pandémie, il faut noter tout d'abord que les histoires dynastiques dans la Chine contemporaine et les monographies locales ont noté avec consistance et que depuis l'Antiquité, les épidémies qui survinrent en Chine ont toujours été accompagnées par des famines et des troubles politiques. Donc, cela veut dire que la manière dont en fait les épidémies sont appréhendées en Chine sont différentes des autres peuples. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en Chine, l'empereur ou le président est considéré comme quelqu'un qui a reçu le mandat céleste, c'est-à-dire qui a reçu le pouvoir d'aimer de Dieu. Et quand en fait le divin n'est pas content de la manière dont l'empereur ou le président gère les affaires de la cité,
il y a une sorte de sanction qui est jetée en fait sur le peuple. Et ces sanctions se déroulent assez souvent sous en fait des catastrophes naturelles qui sont constatées et aussi des séries d'épidémies. Donc les épidémies ont en quelque sorte une dimension politique dans leur gestion en Chine parce que c'est en fait la légitimité même du mandat céleste qui est posée. C'est à se demander aujourd'hui si en fait le président qui est en place gère bien les affaires de la cité. Par conséquent, donc, il sera amené à dérouler un modèle de management qui va lui permettre de pouvoir résoudre assez rapidement cette épidémie-là. Au-delà, si en fait cette épidémie n'est pas résolue dans les meilleurs délais, ce qui va se passer, c'est qu'une sorte de défiance qui ne va pas s'affirmer dans la voie publique. Mais cette défiance existe dans l'inconscient collectif chinois qui va considérer que l'empereur ne gère pas bien les affaires de la cité. Par conséquent, il y a cette catastrophe qui se passe au niveau de notre pays. Ça, c'est... Merci, docteur Ibrahim Khalilnian, d'avoir compté donc ce sujet. Votre présentation ce soir comportera 4 parties. D'abord, comment le syndrome respiratoire aigu sévère SARS-CoV-1 a été géré, parce que la Chine en avait déjà connu un coronavirus, c'est pourquoi on parle maintenant de nouveau coronavirus. Deuxième partie, les mesures prises pour atténuer la propagation du virus en Chine. Les solutions chinoises sont-elles adaptées au continent africain en général et au Sénégal en particulier? Nous allons parler de cet aspect-là, ce sera le troisième point. Et en dernière partie, les perspectives de la géopolitique internationale. Avant de démarrer, je vais quand même vous présenter à nos followers. Le docteur Ibrahim Khalilnian est sociologue du développement et des relations internationales. Il est actuellement fondateur et directeur exécutif de l'Institut des études africaines et asiatiques au Sahel, enseignant-chercheur en sciences sociales de management à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et dans des instituts privés de formation. Ses recherches portent sur les relations entre la Chine et l'Afrique, auteur et co-auteur de plusieurs articles et rapports scientifiques sur les migrations, les mouvements sociaux, la gouvernance rurale et foncière, l'enseignement supérieur et les conflits dans le Sahel. Ces récentes publications, quelques-unes de ces récentes publications, la cartographie des entreprises chinoises au Sénégal, l'Afrique a-t-elle un agenda face aux pays émergents? Autre publication, la politique africaine de la Chine entre optimisme et méfiance, construire l'agenda africain. Sans plus tarder, docteur Niang, la première partie de la présentation, la manière dont le SARS-CoV-1 a été managé en Chine. Voilà, merci Lika. Je pense que quand en fait on voudrait tirer des leçons de la manière dont la Chine a su gérer la pandémie, au point d'être en fait le point de départ du virus et d'arriver aujourd'hui à pouvoir restreindre donc le développement de cette pandémie, au point que les nouveaux cas qui sont constatés en Chine sont la plupart du temps, ce sont des cas qui sont importés. Mais pour que cela puisse en fait être quelque chose qui puisse être un acquis du gouvernement chinois, c'est qu'à la base, il y a ce qu'on pourrait considérer comme étant une sorte de mémoire épidémiologique. C'est-à-dire que la Chine a une mémoire épidémiologique qui lui a permis de pouvoir arriver à circonscrire la propagation du SARS-CoV-2 qu'on désigne aujourd'hui comme étant le COVID-19. Si vous vous souvenez, en novembre 2003, il y a eu l'épidémie de SARS-CoV-1, qui est le SARS-CoV-1 qu'on appelle le syndrome respiratoire aigu sévère, qui a pris naissance dans la province du Guangdong, c'est-à-dire dans le sud de la Chine, et qui va s'étendre très rapidement à Hong Kong, mais aussi à plusieurs autres villes chinoises par le biais des mouvements de voyage. Ça, en fait, c'est cette épidémie qui, à mon avis, va servir de point de départ au système sanitaire chinois pour en tirer des leçons par rapport à la manière de pouvoir gérer en fait les épidémies qui vont survenir ultérieurement. Parce que cette épidémie qui a eu lieu en 2003 a
eu un développement qui va être différent de celui que nous vivons actuellement, c'est-à-dire le Covid-19. Parce que quand le SRAS-CoV-1, c'est-à-dire celui qui s'est déclenché en 2003, a pris naissance dans le sud de la Chine, dans la province du Guangdong, l'État chinois n'a pas communiqué avec l'Organisation mondiale de la santé par rapport à la situation de la pandémie. C'est-à-dire si avec le SRAS-CoV-2, c'est-à-dire le Covid-19, c'est le 31 décembre 2019, c'est-à-dire 6 semaines après le déclenchement du SRAS-CoV-2, c'est-à-dire du Covid-19, que l'État chinois a délivré les informations à l'Organisation mondiale de la santé concernant l'existence de cette épidémie dans la province du Hubei, particulièrement dans cette ville qu'on appelle la ville de Wuhan. Ça n'a pas été le cas avec le SRAS-CoV-1. C'est au mois d'avril, entre mi-mars et avril, que l'État chinois a décidé de donner les informations pour permettre à l'Organisation mondiale de la santé de pouvoir alerter en fait les autres organisations et les autres États par rapport à l'existence donc d'un virus qui a pris naissance dans le sud de la Chine. Et ce virus-là, selon les chercheurs, est issu en fait d'une mammifère. Et cette mammifère, c'est la civette. Donc c'est au niveau de cette mammifère-là que ce virus est issu. De la même façon qu'aujourd'hui, on parle de l'existence du Covid-19 qui serait issu selon certains, parce que jusqu'à présent, le débat continue, que c'est une transmission qui se fait du chauve-souris au pangolin, même s'il y a certains qui, jusqu'à présent, réfutent un peu cette thèse, mais c'est cette thèse qui est aujourd'hui qui est la mieux partagée par la communauté internationale. Donc, le SRAS-CoV-1, quand en fait le SRAS-CoV-1 s'est manifesté, même s'il y a eu un retard dans la délivrance des informations permettant à la communauté internationale de pouvoir prendre les mesures nécessaires allant dans le sens de s'organiser et de circonscrire le développement des SRAS-CoV-1. Ici, j'ai dit tout à l'heure que c'est au mois d'avril que les autorités chinoises ont décidé d'informer l'Organisation mondiale de la santé. Mais ce que nous avons vu lors du développement du SRAS-CoV-1, c'est-à-dire qu'en Chine, il va y avoir une série de mesures qui vont être prises. Et cette série de mesures, c'est d'abord décider de la fermeture de tous les lieux publics, que ce soit les expositions, les forums, les manifestations, même le travail va être suspendu pendant une certaine durée. Autre chose aussi dans la gestion du SRAS-CoV-1, on va voir au niveau des quartiers l'apparition de personnes d'un certain âge au sein du voisinage qui vont gérer la surveillance des quartiers. Et ça, c'est une des reliques, en fait, ou c'est un héritage du système communiste parce que ces vieux surveillants de voisinage-là sont issus de ces unités de travail qu'on désigne en Chine comme étant les danwei. Donc, les danwei avaient véritablement une sorte de droit de vie et de mort sur ceux qui participaient au sein de ces communautés-là parce qu'ils choisissaient pour vous le toit. Quand vous devez vous marier aussi, les danwei s'impliquaient par rapport au choix c'est-à-dire du mari ou de la femme. Donc, à ce niveau, c'est des formes d'organisation issues du modèle communiste qui vont apparaître au sein des quartiers et qui vont essayer de prendre en charge donc la riposte au niveau des quartiers concernant le SRAS-CoV-1. Il y a aussi d'autres mesures qui ont été prises à l'époque concernant l'interdiction d'entrer dans les campus universitaires. C'est-à-dire que toute personne qui est extérieure au campus universitaire n'a pas le droit d'y accéder durant cette période épidémique. Mais aussi, toute personne qui est à l'intérieur du campus n'a pas le droit de quitter le campus universitaire. Et on voit apparaître dans l'espace public chinois des individus qui sortent avec leur masque pour se protéger.
Donc ça, ce sont les mesures qu'on avait notées quand le SARS-CoV-1 est apparu en Chine durant cette période-là. Ibrahim Khalilnian, c'était donc une présentation de comment la Chine a géré l'apparition de SARS-CoV-1. Est-ce qu'il y a une très grosse différence par rapport à ce qui a été mis en œuvre pour SARS-CoV-2? Par exemple, pour la première fois, il y avait rapidement la fermeture des lieux de rassemblement, des personnes qui s'organisent au niveau des quartiers pour assurer que le confinement dans leur quartier soit bien mis en œuvre, des campus qui sont également fermés, ou en tout cas, il y a beaucoup de filtrage avant que des personnes extérieures puissent entrer dans le campus. Est-ce que cela a permis vraiment de circonscrire le mal? Oui, il est clair que quand on regarde bien la mémoire épidémiologique du SARS-CoV-1, cela a permis d'arriver à circonscrire la propagation du virus à partir du mois de juin. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître aussi que quels que soient les mérites qu'on peut reconnaître aux autorités chinoises d'avoir réussi à circonscrire la propagation du virus durant le développement du SARS-CoV-1, il y a eu des manquements qui ont été notés durant cette période-là. Et parmi ces manquements, il y a d'abord le fait que le virus ait pris naissance dans le sud de la Chine et qu'on ait noté un développement de ce virus dans la capitale, c'est-à-dire à Beijing. Ce qui est différent en fait de la gestion du SARS-CoV-2 où le virus a été circonscrit dans son épicentre, c'est-à-dire dans la ville de Wuhan. Donc ça, c'est un point précis à prendre en charge, c'est-à-dire donc dans cette mémoire épidémiologique, il est clair que le fait d'avoir laissé le virus se développer dans le sud et d'aller vers le nord, parce que qui parle de la capitale se situe dans le nord du pays. Donc ça a fait que au niveau de la capitale, il y avait une sorte de sauve-qui-peut, c'est-à-dire dans les aéroports, dans les gares, dans les routes. C'était que tout le monde voulait quitter la capitale pour aller dans les provinces. Et en 48 heures, c'est le tiers de la population de la capitale qui avait quitté. Oui, qui avait quitté pour aller dans les provinces. Maintenant, dans les provinces aussi, il va y avoir une sorte de riposte que les provinciaux aussi vont apporter par rapport au développement de l'épidémie. Parce que les provinciaux vont aussi se barricader en mettant en place des guérites, des barrages pour empêcher que ceux qui viennent de la capitale puissent rentrer chez eux avec le virus. Donc, cela veut dire qu'autant il y a une approche qui est une approche macro, développée par le gouvernement central, mais il y a aussi des approches micro, prises en charge par des populations locales qui font que chez eux aussi, ils ne voudraient pas que le virus aussi y rentre. Donc ça, c'est à mon avis un point principal ou l'un des points que nous devons prendre en compte quand on cherche à analyser ou à comprendre des expériences chinoises. Parce que s'il y a des expériences chinoises par rapport à la gestion du COVID-19, c'est qu'au sein de la Chine, il y a eu un précédent et ce précédent a été géré d'une façon qui, à mon avis, n'a pas été assez professionnelle et ce qui va pousser en fait le gouvernement central à limoger le maire de Pékin et le ministre de la Santé. Ça n'était jamais arrivé, mais c'est durant en fait cet épisode-là que le gouvernement a été amené à sanctionner à la fois le maire de la ville de Pékin, mais aussi le ministre de la Santé. Merci beaucoup, Dr Ibrahim Magnon. Dans cette première partie, la manière dont SARS-CoV-1 a été géré en Chine, nous avons fait connaissance avec la Chine sur le plan sanitaire. Je pense que l'opinion a besoin de mieux la connaître.
En octobre 1911, une révolte militaire, le soulèvement de Wuhan à Wuhan, déclenchement d'une révolution qui entraîne l'abdication du premier empereur ou du dernier empereur et la proclamation de la République. Aujourd'hui, plus d'un siècle après, c'est une révolution d'un autre ordre induite par le Covid-19 avec ses effets d'ordre sanitaire, économique, moral, culturel, partie du même point qui se produit et se répand dans le monde entier. Wuhan, berceau de la révolution chinoise, berceau de la pandémie du nouveau coronavirus. Dites-nous, docteur Ibrahima Khalil Niang, est-ce que vous pourriez nous faire connaître la Chine et plus particulièrement Wuhan qui semble marquer l'histoire de ce pays? Oui, effectivement. En fait, la ville de Wuhan, au moment, a été la seconde ville de la Chine derrière Shanghai. Et pourquoi Shanghai l'a devancé? C'est parce que Shanghai est en bordure de mer, ce qui explique que les étrangers se sont dit qu'il est plus sûr de vivre à Shanghai, parce que quand en fait il y a un problème qui risque de survenir dans le pays, il serait plus aisé de prendre un bateau et de quitter le pays. C'est pourquoi en fait à un moment Wuhan est devenue la seconde ville du pays derrière Shanghai. Maintenant, l'importance de la ville de Wuhan, c'est le fait que aussi Wuhan est en quelque sorte au centre du pays. Il est au carrefour des voies terrestres, des voies aériennes, mais aussi des réseaux ferroviaires, parce qu'avec le TGV chinois qui traverse la ville, et Wuhan et Beijing, c'est 3 heures de temps de TGV. Donc, c'est pour dire qu'en fait, il y a une centralité de cette ville-là, et ce qui fait d'ailleurs que c'est l'une des grandes villes de l'industrie automobile. C'est pourquoi d'ailleurs, vous avez vu en fait la forte population française qui a été rapatriée durant ces événements-là. Cela s'explique par le fait de la présence en fait des industriels français qui sont spécialisés dans le secteur de l'automobile. Maintenant, c'est aussi une ville qui fait face à des contraintes d'ordre géographique, parce que c'est une ville qui est en quelque sorte de presqu'île, qui est couverte par des rivières, qui est couverte par le fleuve bleu. Donc, à un moment, on avait pensé même que le fleuve allait submerger donc la capitale, c'est-à-dire Wuhan. Donc, c'est un peu en fait la particularité, mais c'est aussi une grande ville estudiantine où il y a une 50aine d'universités et près de 1 million d'étudiants. Quand même. Merci beaucoup, docteur Ibrahima Khalil Niang. Nous allons sans plus tarder entamer la deuxième partie de votre conférence. Là, vous nous parlez des mesures prises pour atténuer la propagation du virus en Chine. Cette fois-ci, vous parlez du Covid-19. Oui, très bien. En fait. Entre les premières semaines d'errement à la nouvelle période de crainte, en passant par celle de la prise en charge complète de la pandémie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, ce qu'il faut noter, c'est tout d'abord qu'aujourd'hui, la Chine est érigée comme sorte de pays qui est censé donner des leçons par rapport aux autres pays qui ont du mal à circonscrire le développement de la pandémie. Mais toujours est-il qu'il faut relativiser. Relativiser, cela veut dire qu'il y a eu une période d'errement, c'est-à-dire qu'il y a eu 6 semaines durant lesquelles les autorités chinoises n'ont pas donné les véritables informations concernant le développement du virus. Entre novembre et entre le 17 novembre, certains parlent même du 9 novembre, et le 31 décembre, parce que c'est le 31 décembre que l'Organisation mondiale de la santé a été informée de l'existence du virus, et les alertes lancées dans le réseau social chinois par le docteur Li Wenliang, qui partage le rapport médical avec certains de ses collègues par rapport aux symptômes qui se développent par rapport en fait à cette maladie-là, parce que lui, en fait, étant un spécialiste de cette question, se rend compte que véritablement, on est en face d'un vrai problème. Mais vous avez vu comment, en fait, la censure
a voulu régler cette question en commanditant une enquête et en les sanctionnant. C'est après qu'une cour va les réhabiliter. C'est-à-dire donc on a cherché à noyer le problème durant ces 6 semaines-là, et je pense que ces 6 semaines-là pouvaient être décisives pour la République populaire de Chine dans la gestion de ce dossier, mais aussi à l'Organisation mondiale de la santé aussi, par une prise en charge précoce de la question, et cela pourrait leur amener, à mon avis, de gagner beaucoup plus de temps. Malheureusement, c'est en fait cette phase qu'on a perdue, cette phase qui a duré 6 semaines. Ça aussi, ça fait partie des errements de la Chine dans la gestion du dossier. Après cela, il y a une période où ils ont réussi véritablement à canaliser le développement donc du virus. Mais comment ils ont fait pour réussir à canaliser ce développement du virus? Mais il y a aussi des éléments qui, à mon avis, Lika, méritent d'être soulignés aujourd'hui. Parce que Li Wenliang, comment il a fait pour alerter? Il a alerté en passant par les réseaux sociaux. Donc, si les réseaux sociaux n'existaient pas, et que c'était seulement les médias d'État qui se chargeaient de divulguer des informations par rapport à l'existence du virus, c'est-à-dire qu'on pouvait rester un temps long comme celui qu'on est resté durant la gestion du COP. Absolument. Hein, sans pour autant savoir ou connaître l'existence du virus. Donc, il faut souligner aussi qu'à l'ère des réseaux sociaux, les médias d'État ne peuvent plus cacher les informations, même si elles le souhaitent. Donc, la deuxième chose, dans cette gestion-là, il y a aussi des éléments qui relèvent, à mon avis, de l'éthos chinois. Quand je parle de l'éthos chinois, c'est qu'ils ont cette culture de porter des masques quotidiennement à cause de ce qu'eux, ils appellent comme étant le smog, c'est-à-dire les particules fines qui apparaissent dans la nature et qui sont des menaces pour la santé des populations au regard du niveau de population très élevé en Chine. Donc ça, c'est l'éthos des masques aussi a aidé un peu les Chinois dans le fait de pouvoir réussir donc à circonscrire le développement de ce virus-là. La mise en quarantaine de la ville de Wuhan, ça aussi, c'est une décision très importante. D'avoir réussi véritablement à retenir 11 millions de personnes autour d'une ville et d'organiser un peu la riposte de sorte que, au niveau des quartiers, qu'il y ait aussi des relais qui assurent donc la survie des uns et des autres. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de mettre en quarantaine toute la ville, mais comment aussi assurer le ravitaillement en nourriture des populations de cette ville-là. Et ça aussi, ce sont ces comités de quartier. Parce qu'ici, au Sénégal, on parle d'agents communautaires et autres. Eux, à leur niveau, ils ont leurs propres agents communautaires qui ont participé donc à la réussite de ce confinement. Si ce confinement a réussi, c'est grâce aussi à l'implication de ces comités de quartier-là qui ont continué à apporter des nourritures aux populations qui étaient confinées dans leurs appartements. Ça, c'est un point qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi le sentiment d'appartenance au pays, le patriotisme. Le patriotisme chinois, je pense que ça aussi, c'est une dimension à prendre en compte quand on fait des analyses sur la Chine. Il n'y a pas seulement la dimension politique ou la dimension économique, mais le patriotisme, comment le nationalisme chinois est bâti. Il est bâti sur le fait de l'histoire de ce pays, fait d'humiliation, parce que assez tôt, les jeunes Chinois est instruit qu'il appartient à un peuple qui a subi des humiliations dans le passé, des humiliations qui sont le fait de barbares, parce que c'est la manière dont eux, en fait, ils considèrent les Occidentaux, parce que le Chinois est quelqu'un qui est très ethnocentrique. Ce que j'appelle l'ethnocentrisme, c'est d'abord le fait de lire même
la Chine, le caractère qui définit en fait la Chine. La Chine, c'est Zhongguo, c'est-à-dire le pays qui est au centre. Qui est au centre de quoi? Qui est au centre de la terre. Donc, c'est un peuple qui se considère comme étant un grand peuple, un peuple civilisé, et tout ce qui tourne autour d'eux, ce sont des barbares. Donc, l'instruction des jeunes Chinois au nationalisme, au patriotisme, ça fait que quand ces moments de crise arrivent, il y a ce sentiment nationaliste assez fort qui les pousse à s'impliquer, à se donner corps et âme pour faire de sorte que le virus qui est rentré dans le pays puisse être mise dans un verre et jetée à la mer. Donc, quelque part aussi, c'est une dimension qui, à mon avis, est à prendre en compte dans la gestion de ce virus-là. Il y a aussi la diligence des autorités, parce qu'il fallait prendre des mesures très vite, et je pense que ces mesures ont été prises en envoyant des équipes médicales dans la région concernée, c'est-à-dire l'épicentre du virus, et cela a permis de partir à des niveaux qui étaient véritablement, qui faisaient très très peur, aujourd'hui à un niveau relativement faible, pour ne pas dire à un niveau relativement bas. Ça, à mon avis, c'est assez important de souligner ça. Donc, parce que cette diligence des Chinois, mais il y a aussi le respect de l'autorité. Si, en fait, il y a, à mon avis, des leçons qu'il faudrait aussi prendre en charge ou prendre en compte par rapport à la Chine, c'est l'autorité, le sens de l'autorité. Quand l'autorité décide que c'est ça qu'on doit faire, tout le monde s'exécute. Ça, véritablement, ça fait partie, à mon avis, de l'essence chinoise, qui fait qu'il y a une sorte de sens du devoir, mais aussi l'esprit de cohésion. Oui. Docteur Niang, ce que nous retenons dans cette deuxième partie, patriotisme, nationalisme, mais également dictature, que vous n'avez pas beaucoup soulevé. On va en reparler. On va en reparler tout de suite. Juste le temps d'aller retrouver Fanta Diallo pour voir s'il y a déjà quelques questions des followers et des internautes. Fanta, vous avez déjà des questions? Fanta, vous êtes avec nous? Bonsoir Lika, oui, je suis bien là. Bonsoir Lika, bonsoir Docteur Niang. Bonsoir Fanta. Les gens sont très intéressés et sont en train de suivre. Merci à vous de nous avoir donné de votre temps. Et pour le moment, les gens voudraient que vous reveniez sur... 2 secondes. Qu'ils reviennent sur 2 secondes, Lika, excuse-moi. Oui, en attendant de vous retrouver, Fanta, dans de meilleures conditions techniques, j'ai quand même envie d'interpeller le docteur Ibrahim Khalil sur un aspect. Docteur, tout le monde le reconnaît, la lutte contre le coronavirus, c'est une bataille mondiale. Elle a besoin d'ouverture, de transparence, de confiance mutuelle également, de responsabilité, de solidarité dans le respect des droits humains universels et inaliénables. Lorsque l'on revisite un siècle de l'histoire de la Chine, on se rend compte que la protection des droits humains est très faible. D'après un rapport d'Amnesty International de 2006 que nous avons consulté il y a quelques heures, 80% des exécutions mondiales ont eu lieu en Chine. Les libertés publiques très restreintes, pas de droit syndical pour les ouvriers, restriction de la liberté de circulation, les forums sont surveillés, disparition de lanceurs d'alerte sur le Covid-19, comme le décès du médecin que vous avez souligné, l'ophtalmologue, des 8 médecins arrêtés par la police de Wuhan le 1er janvier pour avoir révélé très tôt les dangers du virus, etc. Cette attitude chinoise à toujours faire dans l'opacité est-elle culturelle, sociologique, à la limite génétique? Voilà, merci Lika pour cette question. Avant de revenir à une seconde partie où je vais parler aussi d'autres mesures qui ont été prises et qui ont permis de circonscrire le développement du virus. Il est clair que ce qu'il faut retenir d'abord dans tout ça, par rapport à l'histoire de la Chine d'abord, vous savez, c'est une histoire assez compliquée. La République de Chine a été proclamée en 1949 par Mao Tse-tung.
Et après cette proclamation, il y a eu des plans qui ont été mis en place, développés par Mao. Et ces plans, pour la plupart, se sont soldés par des échecs cuisants. Et ces échecs n'ont pas seulement été des échecs sur le plan personnel en tant qu'un bilan que Mao prend sur lui et disparaît, mais on s'est retrouvé avec des millions de morts sur la base en fait de la mise en place du grand bond en avant. Parce que le grand bond en avant, comme certains ont tendance à caricaturer le plan, ils ont dit que le grand bond en avant s'est transformé en grand bond en arrière. L'idée de Mao était de faire de sorte que les productions céréalières augmentent en Chine en collectivisant les terres. Alors qu'auparavant, ils avaient réussi dans leur lutte entre nationalistes et communistes à mettre dans la tête des paysans qu'on va aller dans le sens de récupérer les terres aux seigneurs des terres pour vous les retourner afin que vous arrêtiez de travailler pour ces gens-là. Ça a été une idée qui a été agitée et qui a poussé les paysans à rentrer dans la révolution. Maintenant, après la révolution, Mao a décidé de collectiviser les terres, c'est-à-dire d'organiser des unités, les fameuses communes populaires, où les gens sont des milliers, se retrouvent, travaillent ensemble et ne bénéficient que d'une petite marge dans les productions céréalières de l'époque. Alors, quand on a regardé les résultats véritablement étaient assez mitigés. Il y a eu véritablement une baisse très forte des productions et cette baisse de la production a eu pour conséquence la montée de la famine. Et cette famine-là a tué entre 30 et 40 millions de Chinois. Même si jusqu'à présent, certains ne mettent pas la responsabilité sous le coude des leaders, mais ils agitent un peu le fait que c'est dû à des catastrophes naturelles qui ont été à la base de cela. Ça, c'est des moments de chaos. Ça, c'est le premier moment de chaos. Après cela, est-ce qu'il y a eu des périodes d'ouverture et de transparence dans l'histoire chinoise? Oui, il y a eu des périodes d'ouverture et de transparence. Mais la base d'abord, quand vous dites par exemple qu'il y a cette dictature qui fait que les populations chinoises se soumettent. Le fait de se soumettre, c'est qu'il y a un passé qui est là, ce passif, ce chaos qu'ils ont connu par le passé. Ils ont été traumatisés par ces épisodes-là et qu'elles ne voudraient pas vivre à nouveau ces épisodes tragiques. Ce qui fait qu'ils se soumettent. Hein, les Chinois se soumettent à l'autorité. Parce que assez souvent, l'autorité agite le chaos en disant que ça s'est passé à tel pays ou ça s'est passé à tel endroit. On utilise même le démantèlement de l'Union des républiques socialistes soviétiques pour appliquer de nouveau cette dictature en leur montrant que c'est parce qu'il y a eu les glasnost et le perestroïka que l'Union des républiques socialistes soviétiques, parce qu'eux, ils s'inspiraient de l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui a eu ce démantèlement de l'Empire soviétique, et qu'à leur niveau, il faut qu'il y ait encore ce pouvoir, il faut qu'il y ait encore ce dictat des autorités pour permettre à ce que le pays ne puisse pas connaître le chaos. Donc, en développant l'idée de chaos qui pourrait ressurgir d'un moment à l'autre, cela fait aujourd'hui que les Chinois sont devenus assez dociles. Maintenant, il y a eu un moment, par exemple, ce qui a amené Tiananmen, c'est-à-dire les événements de Tiananmen, il y a eu un moment d'ouverture entre réformateurs et conservateurs. Et les réformateurs permettaient, par exemple, à ce que vous puissiez aller dans la capitale. Dans la capitale, il y a une rue qui s'appelle, ou une place qui s'appelle Xidan. Si vous allez à Beijing, vous allez entendre Xidan. Xidan, c'est véritablement une grande avenue commerciale. Et là-bas, il y avait un mur qu'on appelle le mur de la démocratie. Si quelque chose ne vous plaisait pas, vous pouvez faire une affiche, vous allez là-bas et vous mettez votre affiche. Ça, vous voyez un peu, ça veut dire qu'il y a eu un moment, des périodes d'ouverture où
le Chinois moyen pouvait aller exprimer son désaccord au sein même de la capitale. Mais après les événements de Tiananmen, le mythe de la démocratie va disparaître et Deng Xiaoping arrive en disant arrêtez de faire de la politique et enrichissez-vous. C'est-à-dire l'idée qu'ils vont mettre dans la tête des Chinois, c'est d'aller chercher de l'argent et de ne plus faire de la politique. Donc ça aussi, ça a fait que les Chinois aujourd'hui sont beaucoup plus portés vers l'acquisition, vers la dimension matérielle que par rapport à certaines revendications. Ceux qui osent revendiquer aujourd'hui, ils vont à Hong Kong ou bien ils deviennent des réfugiés politiques installés aux États-Unis d'Amérique et qui portent la parole de la société civile chinoise. Mais en Chine aujourd'hui, la seule issue pour les Chinois demeure les réseaux sociaux. Malheureusement, au niveau des réseaux sociaux, pour vous exprimer, quelques heures après, votre message est sensible. Absolument. Il disparaît. Voilà. Mais puisqu'il y a quand même des voix discordantes qui se font de plus en plus entendre, même si c'est difficile à travers les réseaux sociaux, comme vous venez de le souligner, est-ce qu'on peut quand même espérer un jour que cette tendance-là puisse être renversée? Que cette tendance puisse être renversée un jour. Vous savez, quand vous regardez bien, l'Occident, le jeu de l'Occident a été d'amener la Chine à faire sa 5e modernisation. La 5e modernisation, c'est quoi? C'est la démocratie. Parce que dans les principes qui ont été développés par Zhao Ziyan et après Deng Xiaoping, c'était moderniser l'agriculture, l'industrie, l'armée, mais aussi les sciences. Maintenant, on attendait à cette 5e modernisation-là, c'était la démocratie. Et c'est pourquoi l'Occident a pensé, avec la politique de réforme et de l'ouverture développée par Deng Xiaoping, il fallait aider la Chine. Comment aider la Chine pour que la Chine puisse aller vers cette 5e modernisation-là? C'est faire de sorte qu'il y ait des investissements étrangers massifs en Chine pour que quand les ménages chinois vont avoir des sources de revenus, un moment, ils vont commencer à réclamer la démocratie. Et ça va aussi être accéléré par l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. C'est-à-dire toutes ces politiques d'ouverture que l'Occident a voulu faire avec la Chine, c'était aussi pour l'Occident d'attirer la Chine dans la démocratie libérale. Malheureusement, les Chinois n'ont jamais voulu sortir de ce socialisme aux caractéristiques chinoises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont dit qu'on a fait entrer le loup dans la bergerie et le loup a fini par véritablement manger tout ce qui était dans cette bergerie-là. C'est ça aussi qui pose problème et qui pose le débat autour de cette guerre commerciale entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Parce que quand les Chinois arrivent dans le système où en fait ils ont été invités, mais dans ce système-là, ils ne vont pas prendre ce que les Occidentaux leur proposent, ils prennent ce qu'ils ont envie de prendre et ce qu'ils n'ont pas envie de prendre, ils ne le prennent pas du tout. Merci, docteur. Fanta Diallo me signale qu'il y a déjà beaucoup de questions sur nos différentes plateformes de diffusion, que ce soit sur Zoom, sur Facebook ou bien sur Twitter. Donc, nous allons y aller très rapidement pour la 3e et la 4e partie. Déjà, la 3e partie de votre conférence sur le thème. Je précise déjà que les questions sur nos différentes plateformes de diffusion portent plus sur l'aspect économique. 3e partie de votre conférence sur le thème « Quelles leçons tirer de la Chine dans la gestion du Covid-19 ?» Nous allons voir, docteur, si les solutions chinoises sont adaptées au continent africain en général et au Sénégal en particulier. Voilà, merci Lika. Par rapport à cette question concernant en fait si les solutions chinoises conviendraient aux pays africains, dans les mesures qui ont été prises pour juguler un peu la transmission du virus,
je n'ai pas souligné qu'en Chine, il y a eu aussi la mobilisation de la médecine traditionnelle chinoise. On ne dit pas beaucoup, mais la médecine traditionnelle chinoise a joué une part importante dans la baisse du taux de mortalité dans certaines villes, particulièrement dans le sud, parce que dans le sud, d'habitude, eux, ils font beaucoup appel à la médecine traditionnelle chinoise. L'un des aspects, parce qu'on parle ici des leçons qu'on pourrait apprendre de la Chine, la mobilisation des big data, c'est-à-dire tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est données informatiques, comment en fait les Chinois ont s'y mobilisé tout cela pour réduire la propagation du virus. Dans cette mobilisation, il y a le fait que les Chinois ont développé des applications. Et parmi ces applications, il y a WeChat. WeChat, c'est en quelque sorte le pendant de WhatsApp. Bon, en Chine, il y a pas moins de peut-être 1 milliard d'individus qui ont tous en fait cette application-là. Parce que cette application sert à faire tout. Hein. C'est comme une sorte de téléphone, c'est un téléphone que vous utilisez qui vous permet d'appeler, d'échanger, de payer vos factures, de payer le taximan, de payer le marchand de fruits qui est à côté. Donc ça aussi, ça a aidé le gouvernement chinois à circonscrire donc la propagation du virus. En quoi faisant? D'abord, sur WeChat, dans les différents services où vous vous rendez, avant d'entrer dans une banque ou dans un centre commercial, ou bien même dans un métro, vous êtes appelé à scanner un QR code. Après avoir scanné ce QR code-là, si le QR code est vert, vous rentrez. Ça veut dire que vous n'avez pas été en contact avec des personnes qui ont été contaminées par le virus. Maintenant, s'il se passe quelques jours après des événements liés un peu à une personne qui serait contaminée par le virus, immédiatement, votre QR code qui était vert va virer à une autre couleur. À partir de ce moment, ça veut dire que vous ne pouvez plus rentrer dans aucun service et ce que vous devez faire, c'est aller vers les services pour vous faire consulter avant de retrouver en fait le caractère vert de votre QR code qui vous permettra de pouvoir rentrer dans les services et dans les magasins. Donc ça, c'est la mobilisation des big data. Ça, c'est important et les Chinois ont réussi cela. Cette mobilisation des big data aussi, ça a permis de faire des tracking. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez savoir, en vous levant, dans quels endroits de la ville il y a des personnes qui ont été contaminées ou pas. Donc, vous regardez sur votre téléphone et vous savez que tel quartier, tel autre quartier, il y a des individus qui ont été contaminés. Par conséquent, il faut éviter ces quartiers-là. Ça, c'est important aussi à souligner. L'autre aspect aussi, c'est le logement. La manière dont les Chinois vivent, à mon avis, est différente de la manière dont nous avons nos quartiers. Nous avons des quartiers de type traditionnel, nous avons des quartiers qui ont été lotis d'une certaine façon. Les Chinois, dans la majeure partie du pays, on a des blocs d'immeubles. Ce sont des blocs d'immeubles qui sont circonscrits et qui ont des entrées principales qui permettent à ceux qui rentrent et qui sortent d'être contrôlés. Ce qui n'est pas le cas dans certaines villes ou dans certains pays. Donc, ce qui est valable chez les Chinois, le contrôle qu'on peut exercer dans l'entrée du quartier et les sorties du quartier, ce n'est pas possible dans d'autres pays. Parce qu'on a ici des modèles de quartier qui fait qu'il y a plusieurs entrées. Vous pouvez rentrer par ici, par là, sans être vu. Et ça aussi, ça peut participer à la propagation du virus. Donc ça, à mon avis, est à prendre en compte dans la compréhension de cette gestion du virus. L'autre aspect aussi, c'est le fait que
les universités. Jusqu'à présent, tout ce qui était dans les universités ne sont pas ressortis. Depuis le point de départ du virus, quand les premières mesures de confinement ont été prises, tout ce qui vivait dans les universités, ils vivent encore. C'est-à-dire, ils n'ont pas le droit de sortir du campus universitaire. Ils y demeurent jusqu'à présent. Maintenant, ceux qui sont à l'extérieur aussi ne vont pas rentrer à l'intérieur du campus universitaire. Donc, on est passé d'une période d'errement où véritablement la gestion du virus n'a pas été transparente, à une période où ils ont réussi à canaliser le développement du virus. Et aujourd'hui, la Chine se projette par rapport au post-Covid-19. Mais ce post-Covid-19 est lourd de tension. Ça, je vous le dis, comment ce post-Covid-19 est lourd de tension? Parce que jusqu'à présent, les universités n'ont pas fait l'objet de réouverture. Les lycées, les écoles ne font pas l'objet de réouverture. Alors qu'on voit en Europe qu'eux, ils ont déjà choisi des dates pour reprendre les enseignements. Donc ça aussi, ça veut dire que les Chinois, malgré le fait qu'ils ont réussi à cerner le problème, mais ils sont dans des interrogations multiples. Comment gérer le post-Covid-19? Et au niveau des entreprises aussi, c'est le personnel indispensable qui travaille. Le personnel non indispensable continue donc de rester à la maison et de travailler à distance. Et ils ont réussi. Ça aussi, c'est des enseignements qui, à mon avis, doivent être pris en compte. Comment un pays qui a parvenu à circonscrire le virus demeure encore dans la crainte de la naissance de nouveaux clusters qui pourraient annihiler tous ces efforts immenses qui ont été mobilisés pour arrêter la propagation du virus. Maintenant, parmi ces conséquences, les Chinois, avec lesquels je me suis exprimé, me disent qu'il y a des conséquences économiques, il y a des conséquences d'ordre psychologique, des conséquences aussi sociales. Il y a une gestion chinoise, il y a aussi une gestion qui est coréenne, il y a une gestion qui est taïwanaise. Chacun a su gérer à sa manière la question du virus. Maintenant, sur les leçons, quelles leçons devrons-nous apprendre de la Chine? Parmi ces leçons, au Sénégal, on parle des cas communautaires. Maintenant, la mobilisation des données pourrait permettre de faire le tracking et de réussir, à mon avis, à mettre la main sur des cas qui pourraient être des cas contacts par rapport aux cas communautaires, par la mobilisation des données. La deuxième chose aussi, c'est l'implication des acteurs communautaires. Ici, il y a un débat qui a été soulevé dans les médias sur les acteurs communautaires. Quel est le travail des acteurs communautaires? Quelle est la légitimité des acteurs communautaires? On voit en Chine que cette question, elle est réglée. Elle est réglée sur la base un peu des reliques de l'organisation du Parti communiste, qui fait que les comités de quartier naissent, existent, et gèrent un peu le travail communautaire en donnant des permis d'entrée et de sortie au niveau des quartiers. Si vous ne faites pas partie du quartier, vous n'allez pas y rentrer. Jusqu'à présent, si vous ne faites pas partie d'un quartier, vous ne pouvez pas y rentrer parce que vous n'avez pas un permis d'accès. Mais est-ce que nous, le modèle d'habitat que nous avons, pourrait nous permettre d'arriver à ce stade-là? Ça aussi, c'est un problème. Maintenant, ce qui se passe dans les régions aussi, ça doit être une question qui doit être prise en charge par les communes. Aujourd'hui, les villageois doivent se dire que quiconque ne vit pas au niveau de notre contrée ne doit pas y rentrer et on va ériger des barrières un peu partout pour empêcher à ce que des étrangers puissent rentrer dans nos villages et amener la maladie à notre niveau.
Ça, je pense que ce sont des enseignements qu'on peut tirer en Chine parce que c'est comme ça que les villages sont organisés en Chine. Les villages se barricadent. Les villageois ne permettent pas que les citadins rentrent avec le virus et les contaminent. Donc ça aussi, ils n'ont pas attendu que l'État prenne des mesures pour stopper la propagation du virus. À leur niveau, ils se sont organisés pour empêcher que des individus supposés être des passagers clandestins du virus rentrent dans leur territoire et amènent la maladie. Ça aussi, je pense que c'est une dimension à prendre en compte quand on veut comprendre ou analyser la gestion du virus. Merci, Dr Khalil Niang, sur les leçons tirées de la Chine dans la gestion du Covid-19. Ce qu'on a vraiment retenu, la médecine traditionnelle, la technologie qui permet de savoir qui est malade, le traçage des cas contacts, etc. Notre modèle de logement avec les permis d'entrée, de sortie, sensibilisation également dans certains villages qui rentre et qui sort, qui est habitant du village ou non. Je crois que dans certaines localités ici au Sénégal, notamment dans le sud, il y a déjà des comités villageois qui s'organisent pour signaler toute personne intruse dans le village, un aspect qui va vraiment remettre en question le vivre ensemble qui est quand même une marque déposée pour le Sénégal. Vous avez également évoqué la discipline, notamment le respect strict du confinement, la prudence malgré le déconfinement. Ce sont des leçons qui ont permis à la Chine de circonscrire la pandémie. Est-ce qu'on doit les prendre, les appliquer ainsi dans le contexte sénégalais, ou bien prendre tout simplement ce modèle-là et essayer de le modeler par rapport à nos vécus de tous les jours? Je pense que chaque pays a son contexte particulier. Aujourd'hui, j'ai parlé de l'existence d'une mémoire épidémiologique sur laquelle la Chine s'est appuyée pour arriver à circonscrire le développement du Covid-19. Mais regardez, par exemple, un pays qui nous est proche, la Guinée. On pensait tous que la Guinée, au regard du développement du virus Ebola dans ce pays et des fortes sommes d'argent qui ont été injectées dans ce pays, ils avaient réussi à développer une mémoire épidémiologique qui leur aurait permis de faire face au Covid-19. Malheureusement, le nombre de malades enregistrés par la Guinée dépasse celui du Sénégal, qui n'a pas été concerné par le virus Ebola. Ça veut dire donc qu'il y a quelque part des problèmes au niveau africain ou dans certains pays. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a fait de tout ce travail-là? Qu'est-ce qu'on a fait de cette sensibilisation-là? Qu'est-ce qu'on a fait de ces préventions? Qu'est-ce qu'on a fait de ces missions? Qu'est-ce qu'on a fait de toute cette logistique? Tout ce qui a été mobilisé pour réussir véritablement à stopper Ebola. Ça, c'est véritablement un problème que nous avons. Maintenant, revenons dans notre pays pour parler des problèmes que nous avons. Moi, je pense que chaque pays doit pouvoir développer son modèle. Parce que chaque pays a son propre contexte et les contextes diffèrent d'un pays à un autre. Les Chinois ont réussi. Mais, selon certains Chinois, cette réussite a des conséquences sur le plan psychologique, sur le plan économique. Et qu'il va falloir un peu revoir. Peut-être que selon certains Chinois, l'État met assez lourd dans la gestion du Covid-19 et qui a un impact sur leur quotidien. Aujourd'hui, on a mis en place un état d'urgence. L'état d'urgence a été décrété par l'État du Sénégal. Mais véritablement, si on analyse bien la situation, est-ce que l'état d'urgence a permis à ce qu'on arrive à une baisse des statistiques des malades? Si on analyse bien, l'état d'urgence n'a pas réussi. Il faut dire les choses. Parce que si on avait 30 malades au moment de l'état d'urgence, à partir du moment où l'état d'urgence est décrété, on doit rentrer dans une tendance baissière, ce qui n'a pas été le cas.
Donc, est-ce que les mesures prises sont les bonnes mesures pour nous permettre de sortir du Covid-19? Alors, comment contextualiser? Qu'est-ce que nous devons prendre de la Chine? Tout à fait. Qu'est-ce que aussi nous ne devons pas prendre de la Chine? Parce qu'il y a des éléments qui ne vont jamais marcher à notre niveau. Moi, je pense que la gestion par le bas du Covid-19 est une bonne rentrée pour les populations locales. Parce que si en Chine, dans les villages les plus lointains, dans les quartiers, des comités ont été créés pour faire de sorte que personne ne puisse rentrer au sein de ces zones-là pour lui amener la maladie. Pourquoi pas, ici, les quartiers ne pourraient pas s'organiser et de filtrer les entrées et les sorties pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de transmission au niveau de ces quartiers-là. Ça, je pense que c'est un aspect à prendre en compte. L'aspect Big Data, ça, l'État du Sénégal peut gérer ça. Et les quartiers, à mon avis, doivent s'organiser pour se dire que, dorénavant, quiconque n'habitant pas dans le quartier ne pourrait pas y rentrer. Et bien, s'il y rentre, il doit montrer véritablement patte blanche avant de rentrer dans ce quartier-là. Ça, ce sont les éléments qu'on pourrait développer et qui, à mon avis, ne sont pas encore développés dans notre pays. Docteur, une autre préoccupation, mais vraiment, vous avez 3 minutes pour répondre. On sait que de forts soupçons pèsent quant à la transparence de la Chine sur la date d'apparition de l'épidémie et le nombre réel de morts qui pourrait être compris entre 40 000 et 100 000 d'après les estimations taïwanaises, américaines et même britanniques. De nos recherches, il ressort qu'en 1973, la Chine ne faisait partie que des 18 pays les plus riches au monde. En 1998, elle se hisse à la 2e place, derrière les États-Unis, classement qu'elle occupe jusqu'à ce jour. Quelle que soit la confiance qu'on puisse accorder aux chiffres chinois, la réalité est que très rapidement, la Chine a pu juguler la pandémie. Très rapidement, elle a pu avoir une certaine maîtrise de la situation matérialisée par les premiers signes de redémarrage économique. Alors, question, d'où la Chine tire-t-elle sa capacité de réaction et d'adaptation? Oui, concernant les chiffres, moi-même, je suis assez dubitatif sur les statistiques qui ont été fournies par rapport au nombre de morts, surtout. Je pense que le nombre de morts est supérieur à celui que les autorités chinoises ont bien voulu partager avec la communauté internationale. Parce qu'on ne peut pas avoir moins de malades et avoir plus de malades et avoir moins de décès. Si vous prenez à une certaine période, si vous faites, la comparaison entre les statistiques des malades italiens, espagnols, français et le nombre de décès en Chine, vous allez vous interroger par rapport à la véracité même de ces statistiques-là. Donc, à mon niveau, je fais partie de ceux qui considèrent que tout n'a pas été dû sur le nombre de décès, sur le nombre exact des décès de Chine. Et certaines enquêtes menées par des pays montrent que les crématoires ont fonctionné pendant 2 semaines et de manière régulière, 24 heures sur 24. Ça veut dire donc que ça a fonctionné sans arrêt et il y a eu beaucoup plus de morts que les statistiques que les Chinois ont bien voulu partager avec nous. Maintenant, sur la dimension économique qui pourrait intéresser les uns et les autres. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est que pour le moment, la Chine est impactée. Ça, il faut le dire. Économiquement, la Chine est très impactée par l'apparition de ce virus. Si vous allez dans le sud, où nos compatriotes vont, c'est-à-dire où les Sénégalais vont pour faire du business,
en ce moment, il n'y a pas de business. Il n'y a pas de business, il n'y a pas de commerce en tant que tel. Et c'est comme ça aussi ailleurs dans les entreprises ou dans le secteur industriel et autres. L'économie chinoise aujourd'hui est au ralenti. Depuis quelques années, l'État chinois a annoncé que l'économie entre dans une nouvelle ère, c'est le new normal, c'est-à-dire une nouvelle normalité. Et cette nouvelle normalité suppose que la Chine va aller vers des taux de croissance qui vont tourner autour de 5 à 6,5%. Donc, il y a une baisse des taux de croissance au niveau du pays. Maintenant, ce que le gouvernement chinois voulait faire pour relancer la machine, c'est d'encourager la consommation domestique. Parce que l'économie de l'exportation, je pense que les économistes qui sont passés par là, s'ils étaient là, peut-être qu'on allait engager aussi ce débat. L'exportation doit être aujourd'hui changée pour aller vers une économie smart, une économie qui est portée par les nouvelles technologies, par les services. C'est ça l'option du gouvernement chinois parce qu'ils se sont rendus compte que le fait de produire, de vendre aux États-Unis d'Amérique et de se retrouver avec des milliards de dollars entre les mains et de ne pas savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire avec ces billets-là. Parce que vous travaillez et vous leur donnez, en retour, eux, ils vous donnent du papier. C'est seulement ça, en fait, si on regarde, mais si on simplifie un peu le fonctionnement de la monnaie. Les Chinois travaillent, donnent en fait le produit, en retour, ils reçoivent du papier américain. Maintenant, pour eux, il faut changer donc le paradigme. Peut-être que cet aspect-là, vous allez davantage développer ça dans la dernière partie. Mais en tout cas, on va revenir également dans les débats sur le fait que, malgré le retard qu'elle a accusé pour accepter le virus, la Chine s'en est sortie quand même aussi rapidement. Vraiment, c'est une question qui reste un peu dans la tête des gens. Avant d'entamer la quatrième et dernière partie, Fanta, vous êtes en ligne, vous avez quelques questions en lien avec ce que notre conférencier, le docteur Ibrahim Khalilian, a déjà dit? Oui, Lika, merci beaucoup. On a énormément de questions et là, je pense qu'on est en train de récupérer les 15 minutes de retard. Donc, on va arrêter à 45. Donc, je vais y aller rapidement. Donc, considérant les divergences récentes et la xénophobie notée vis-à-vis des Africains, quelle réponse diplomatique devrions-nous considérer pour être considérés d'égal à égal par le peuple chinois en tant qu'Africain? Je vais en poser 3 d'un coup pour lui permettre de répondre rapidement. La deuxième, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, les États-Unis vont riposter? Le président Trump aime parler, ne parle pas de COVID-19, mais passe son temps à communiquer sur le virus chinois. Pensez-vous qu'on risque d'avoir une répercussion politique dans les mois à venir entre la Chine et les États-Unis? Et la troisième, elle est relative à la coopération entre sino-africaines. Depuis 2000, on en parle, mais les choses n'avancent pas beaucoup. Pensez-vous que cette collaboration-là puisse être fructueuse pour l'Afrique? Fanta? Oui, je vous suggère de poser encore 3 autres questions parce que les 3 premières questions que vous venez de poser entrent dans la dernière partie de la présentation de notre conférencier. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions sur les premières parties? Oui, par rapport à l'expérience chinoise, souvent qui est citée en exemple, les solutions peuvent-elles marcher en Afrique? Je pense qu'il a répondu à une partie de ça. Mais qu'est-ce qui va changer en Afrique après le COVID-19? Vu que déjà la Chine est impactée, qu'il y a d'énormes changements, pensez-vous que l'Afrique aussi va évoluer après cette crise? Vraiment des questions. Docteur Ibrahim, qu'est-ce que vous en pensez? C'est des questions qui vont vraiment entrer dans la dernière partie, hein, où vous parlerez des perspectives de la géopolitique internationale avec une Amérique qui n'incarne plus son leadership international et la Chine qui poursuit son agenda international avec sa diplomatie sanitaire, n'est-ce pas? Oui, en fait, pour répondre en fait à certaines questions, je pense que, surtout la dernière, hein, il faut aussi qu'on relativise dans les relations entre la Chine et l'Afrique. Depuis quelque temps, je pense qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits par la République populaire de Chine
investissement entre guillemets, parce que l'architecture de l'aide chinoise est assez compliquée. On met tout dedans, on met aide, dans investissement, on met tout dedans. Donc, quelque part aussi, il faut essayer de dénouer cet écheveau pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais il est clair qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a eu des contrats financés par la République populaire de Chine au bénéfice des États africains dans la construction de lignes de chemin de fer entre, par exemple, Mombasa et Nairobi, pour une enveloppe qui tourne autour de 2 à 3 milliards de dollars. Il y a eu des barrages qui ont été financés en Guinée, des barrages hydroélectriques au Ghana, en République démocratique du Congo, pour un montant de 5 milliards de dollars, en Angola. Donc, pour résumer tout cela, je dirais que à ce jour, la Chine a énormément investi sur le continent africain. Oui, donc, sur les questions de l'investissement chinois, il y a de la matière, hein, on en reparlera. Maintenant, oui, il y a nos followers qui nous font signe pour vous demander s'il y a possibilité que vous les éleviez un peu plus la voix pour qu'ils vous entendent un peu plus, qu'ils vous entendent mieux, du moins. Nous allons sans plus tarder, parce que ces entreprises chinoises-là, il faut qu'on en parle, ce qu'ils donnent à l'Afrique et ce qu'ils prennent également de l'Afrique. La dernière partie, c'est sur les perspectives et la géopolitique internationale. En 5 minutes. Voilà, donc dans la dernière partie, ce que je voudrais partager avec les internautes, c'est d'abord de voir aujourd'hui qu'il y a une sorte de renversement de la narration. Qu'est-ce que j'appelle le renversement de la narration? Au départ, certains ont considéré même que la Chine est l'homme malade du siècle. Et ça a même poussé un journal comme le Wall Street Journal de caricaturer en disant l'homme malade ou l'empire malade. Et ce qui a amené les autorités chinoises à mettre fin à leur séjour en Chine et les expulser durant le développement de ce virus-là. Ce que j'appelle le renversement de la narration, c'est qu'aujourd'hui, la Chine déroule son agenda. Le déroulement de cet agenda se décline aujourd'hui sous plusieurs formes. Il y a d'abord le Belt and Road Initiative, c'est-à-dire les fameuses routes de la soie qui impliquent un nombre important de pays et des pays importants, particulièrement l'Italie. Et ça a eu un grand débat en Europe. C'est-à-dire donc le positionnement de la Chine sur la scène internationale au point d'injecter des financements dans l'espace européen pour permettre à ce que des villes et ports italiennes qui ne disposaient pas de financement aujourd'hui parviennent à se redresser économiquement sur la base de l'argent injecté par la Chine, et un aspect qui permettra, à mon avis, dans un futur proche ou lointain, de poser à nouveau le débat sur le futur de l'Union européenne. Parce que si on regarde bien, en fait, la manière dont l'Union européenne a géré la crise, on a vu que ça a été très mal géré dans la dimension solidarité. C'est-à-dire que les États européens n'ont pas été assez solidaires entre eux, et la Chine est rentrée dans cette brèche-là pour porter un discours autre. C'est ce que j'appelle le renversement de la narration. Cette Chine qui, au départ, bénéficiait du soutien des autres dans la lutte contre l'épidémie, aujourd'hui est arrivée à sortir de cette épidémie-là au point d'apporter un soutien à l'humanité, en commençant par des États importants en Europe comme l'Italie, en envoyant un avion cargo avec du matériel, des kits, des respirateurs, mais aussi des masques. Ça aussi, c'est une manière d'incarner un leadership autre que le leadership balbutiant des États-Unis d'Amérique de Donald Trump. Ça, c'est important, à mon avis, à souligner dans
cette géopolitique qui est en train de se redessiner à la suite du développement de cette pandémie-là. Ça, à mon avis, c'est important à prendre en charge. En Afrique, qu'est-ce qui se passe? Le milliardaire chinois Jack Ma a offert aux 54 États africains des kits, des masques, mais aussi des matériels pour faire face donc à la propagation de cette épidémie. Qu'est-ce qu'on voit ici donc? La Chine est en train de travailler dans les consciences des gens. Aujourd'hui, au lieu que certaines économies se plaignent du marasme dans lequel ils sont en train de vivre, ils vont penser que cette Chine-là arrive comme sauveur, alors que si on regarde bien, il y a des pays africains aujourd'hui qui ont ou qui souffrent économiquement des conséquences du virus. Il y a énormément de pays dont les économies étaient basées sur l'exportation de matières premières vers la Chine, vers d'autres pays qui aujourd'hui souffrent énormément depuis en fait le déclenchement de ce virus-là. Mais en arrivant à aider ces pays-là, la Chine cherche à changer la narration de la pandémie pour être considérée comme étant une sorte de sauveur de l'humanité. Alors que de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va? On va aider les États-Unis d'Amérique qui ont du mal à s'extirper de cette pandémie-là, qui ont du mal à développer un leadership qui leur était reconnu de par le passé pour faire face donc à cette pandémie-là. Donc ça, je pense que c'est des aspects qu'il faudrait souligner dans l'analyse de cette géopolitique qui est en train encore de se redessiner. Maintenant, sur le plan économique, il y a une forte dépendance des économies. Les économies sont interdépendantes. Les problèmes chinois vont être des problèmes français. Les problèmes chinois vont être des problèmes américains. Les problèmes américains seront des problèmes chinois. Les problèmes japonais seront les problèmes chinois. Cette interdépendance va faire que toutes ces économies-là vont être touchées. Maintenant, quels sont les ressorts qui vont être mobilisés pour faire face à cette post-Covid-19? Je pense que c'est sur ce qu'on va attendre un peu. Et les États voir un peu comment certains vont réagir pour faire face donc à la période post-Covid-19. Absolument. En tout cas, Dr Niang, merci beaucoup pour cet exposé très brillant sur le thème « Quelles leçons tirer de la Chine dans la gestion du Covid-19 ?» Il y a beaucoup de connectés qui apprennent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de questions. Fanta va revenir sur les 3 premières questions qu'elle avait posées et qui entrent vraiment dans cette dernière partie. Mais avant cela, docteur, je voulais vous interpeller sur un aspect. Le monde découvre une autre particularité chinoise, ou peut-être l'accentuation d'une particularité certainement méconnue de la plupart. C'est ce racisme et des attitudes aux antipodes de la civilisation humaine envers les Noirs. Nous vivons un désastre sanitaire avec le Covid-19 qui trouve son origine en Chine et comble de paradoxes. Les Chinois accusent les Noirs d'en être responsables. C'est tragicomique et cela me pousse à dire que les Chinois sont quand même assez particuliers. Mais la situation est là, celle que vit la planète entière à travers cette pandémie et ses impacts, il faut la gérer. La Chine, principale responsable, est au banc des accusés, si on peut encore dire unique, avec cette histoire de virus fabriqué dans un laboratoire en collaboration avec un autre pays, c'est démenti, etc. Deuxième puissance économique mondiale, troisième puissance militaire, pays le plus peuplé, avec plus de 2,5 milliards d'habitants. Le mode de vie fait que le monde doit prendre en compte la Chine dans sa marche. Aujourd'hui, quelles leçons, bonnes ou mauvaises, peut-on tirer de la Chine dans la gestion de la pandémie du Covid-19? En 2 minutes, les bonnes leçons, en 2 minutes, les mauvaises leçons, et Fanta Diallo prend la parole. Oui, en fait, dans les bonnes leçons, je pense que tout ce qui a été dit sur la mobilisation par le bas aussi, comment les acteurs par le bas se sont mobilisés et n'ont pas attendu que l'État prenne en charge en fait la gestion du virus au point de s'organiser en comité de quartier, en communauté villageoise pour faire face donc au virus. Ça, c'est important. Le
l'autre aspect aussi, c'est aussi la diligence après le moment d'errement que l'autorité chinoise a connu, au point d'envoyer des équipes médicales dans l'épicentre, au niveau de l'épicentre du virus, mais aussi les volontaires qui sont mobilisés, parce qu'en Chine, le volontariat est quelque chose qui est très développé. Chaque activité, il y a des personnes qui se portent volontaires pour participer à ces activités-là. Donc, l'esprit de volontariat, ça aussi, ça doit pouvoir être développé dans nos pays pour nous permettre, quand quelque chose se passe ici, qu'il y ait des jeunes qui se désignent eux-mêmes, qui disent que nous allons nous porter volontaires pour faire face à tel événement ou à telle chose. Ça aussi, je pense que c'est des choses qui nous manquent, nous, en tant que Sénégalais, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance à une nation, à un pays pour lequel on est prêt à s'engager, à faire des sacrifices. Ça, c'est des leçons qu'on pourrait, à mon avis, apprendre des Chinois. Maintenant, pour revenir un peu sur ce qui s'est passé dans la ville de Guangzhou, c'est-à-dire le point de départ du SARS-CoV-1, avec ces traitements inhumains qu'on a vus tous dans les réseaux sociaux, il faut dire une chose. Ce n'est pas en fait la première fois. Et c'est ça qui pose problème. Même si on peut dédouaner l'administration centrale. Parce qu'il y a des administrations locales et une administration centrale. Ce qui se décide à Beijing est différent de ce qui se décide à Guangzhou. À Guangzhou, il y a une municipalité qui est en place. Il y a un gouverneur, ils ont leur propre police. Donc, à Guangzhou, véritablement, ce n'est pas la première fois qu'on a eu à rencontrer ce problème-là. Moi, je suis allé là-bas, l'année dernière, j'étais là-bas en novembre dernier. J'étais allé là-bas aussi lors de la rédaction de ma thèse de doctorat. Oui, et pour vous dire que quand je suis arrivé, il y a un moment où je devais prendre le taximan n'a pas voulu me prendre. Il a fallu que le policier, en fait, lui adjoigne de me prendre pour qu'il puisse me prendre pour m'amener là où je devais aller. Pour vous dire une chose, dans cette ville de Guangzhou, il y a assez souvent eu des débordements de la part de la police municipale. Et ce n'est pas la première fois. C'était d'abord en 2008 quand la Chine organisait les Jeux Olympiques. Ça a eu lieu en 2014 quand j'arrivais pour faire mes enquêtes dans cette ville-là. Ils rentraient, ils frappaient à des heures tardives de la nuit chez les gens pour faire des contrôles inopinés pour voir si les gens ont été hébergés de manière illégale au niveau de ces maisons-là. Donc, véritablement, c'est dramatique. Et ça a impacté sur le capital sympathique de la Chine. Ce qui s'est passé à Guangzhou a impacté gravement sur le capital sympathique de la Chine au niveau du continent africain. Au point qu'aujourd'hui, si on vous dit, par exemple, les dernières mesures qui ont été prises au niveau de cette province-là, vous n'allez pas y croire. Aujourd'hui, si vous êtes même en situation illégale dans cette partie de la Chine, l'autorité a décidé de vous permettre encore de rester là-bas pour 3 mois encore en vous régularisant, ce qui n'était pas possible. Parce que si vous êtes illégal, si vous êtes resté au-delà de la durée légale de votre séjour, vous êtes mis en prison et vous êtes sanctionné sur le plan financier parce que vous devez payer 500 yuan journalièrement depuis la période où vous n'êtes plus en droit de rester sur le territoire. Alors que tout ça a été mis de côté depuis en fait les dernières manifestations. Je veux dire donc le fait que les consuls africains se soient organisés et aillent rencontrer l'autorité pour leur exposer le problème des communautés africaines, cela aujourd'hui a participé à apaiser les tensions, à permettre aux Africains d'accéder à des droits qu'ils n'avaient même pas auparavant. Ça, je pense que aussi le fait que, pour une fois, les autorités, les ambassades ont décidé d'écrire au ministre des Affaires étrangères de la Chine que le président de la Commission de l'Union africaine, en l'occurrence Mahamat, le Tchadien, est allé prendre son téléphone pour appeler le ministre chinois des Affaires étrangères. Tout cela, à mon avis, a impacté, a fait de sorte qu'il y a eu un retour de respect par rapport en fait, aux populations africaines. Fante Diallo, Fante, je crois qu'on peut revenir sur vos questions. Oui, Lika, c'était par rapport à une possible riposte attendue des États-Unis.
pense que Oui. c'est la seule qu'il n'a pas encore abordée. Riposte des États-Unis, Dr Ibrahim Khalil Niang. Oui, en fait, c'est vrai que les Chinois vivent difficilement la guerre commerciale. Ça, il faut le dire. Hein. J'ai rencontré des jeunes Chinois qui ont des entreprises qui exportent vers les États-Unis, mais depuis, en fait, Donald Trump a engagé la bataille commerciale avec la République populaire de Chine, leurs affaires sont durement impactées par cette guerre commerciale. Maintenant, la riposte. Les Américains disent qu'ils vont riposter. Bon, on attend de voir qu'est-ce que cela va donner. Il est clair qu'aujourd'hui, ces deux géants, de plus en plus, ont tendance à insuffler énormément d'argent dans le marché financier. Et ça a tendance à créer une bulle financière. Et si cette bulle explose demain, cela pourrait, à mon avis, créer aussi des problèmes dans l'économie internationale. Ça aussi, c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte. Je ne sais pas si on m'entend très bien. Là, on vous entend mieux. Oui. Je disais en fait que ces deux géants ont insufflé énormément d'argent dans l'économie en créant des bulles financières. Et demain, si en fait ces deux géants-là, dans cette guerre qui les concerne, ne font pas attention, ils risquent d'exposer en fait l'économie internationale. Parce qu'en injectant énormément d'argent dans le marché financier, ils risquent véritablement de créer une situation de chaos dans l'économie internationale. Et c'est ce à quoi aujourd'hui on fait face. Aujourd'hui, les Américains, ils vont utiliser en fait la planche à billets pour injecter énormément de liquidités dans le marché. Les Chinois vont faire pareil pour relancer leur économie. Après, ça pourrait s'impacter dans l'économie mondiale aussi. Fanta, vous avez d'autres questions? C'est bon à notre niveau, je pense qu'il a tout couvert. Oui, parce qu'il y a des questions que je vois sur Zoom, mais je crois que certaines ont été déjà prises en compte, c'est-à-dire une question qui porte sur l'apport décisif des réseaux sociaux, qui est certainement un indicateur d'un basculement irréversible vers un nouveau modèle de société. Il y a également cette question d'Eliman Khan, en quoi l'expérience chinoise peut-elle servir le Sénégal dont la trajectoire historique a été plus influencée par l'Occident et l'Arabie? La tradition démocratique de la société sénégalaise peut-elle permettre l'érection d'un règne fort et dirigiste jugé? Je ne vois pas la suite à cause de Mohamed qui a pris l'écran là. Je ne vois pas les questions qui sont posées sur Zoom. Merci beaucoup, Mohamed. Donc, la tradition démocratique de la société sénégalaise peut-elle permettre l'érection d'un règne fort et dirigiste jugé nécessaire par certains observateurs, mettre un pays sur les rails du progrès économique et social, par certains observateurs, pour mettre l'exemple du Rwanda est souvent cité en exemple. Deux questions de Jean Kamga du Nigeria. Il est journaliste au Nigeria. Il dit justement en abordant cette dernière partie, c'est la question que j'ai, les solutions chinoises peuvent-elles marcher en Afrique? Vous avez déjà répondu à la question. Et la deuxième question de Jean Kamga, qu'est-ce qui va changer après le Covid-19 en Afrique? Je crois également que cette question, vous l'avez déjà prise en compte, mais vous pouvez y revenir également en bouclant tout simplement ce webinaire. Cette question, Fanta, je ne sais pas si vous l'avez déjà partagée, c'est sur Zoom. Où en est la recherche chinoise de remède ou un vaccin contre le Covid-19? Et ensuite, l'enseignement attiré de l'expérience chinoise ne devrait-il pas être l'adoption d'une approche culturaliste dans la lutte contre le Covid-19? C'est des questions sur lesquelles vous avez déjà répondu, docteur? Je pense que la réflexion elle est pédagogique. Concernant le vaccin, les scientifiques chinois sont toujours sur la question et sont en train de gérer cela. Mais toujours est-il que moi, je considère que pour le SARS-CoV-1 qui s'est déclenché en 2003, 17 ans après, on n'a pas toujours le vaccin. Maintenant, pour le SARS-CoV-2, j'espère qu'on retrouvera un vaccin dans les meilleurs délais, mais toujours est-il qu'il faut dire les choses telles quelles. De 2003 jusqu'à maintenant, il n'y a aucun vaccin qui a été trouvé
concernant le SARS-CoV-2. Maintenant, les recherches continuent. Chaque pays cherche à tirer en fait la couverture à son côté en disant que bientôt, ils vont commencer les essais cliniques pour mettre sur le marché un vaccin qui pourrait permettre à ce que les populations soient immunisées sur la base des vaccins qu'on va leur inoculer. L'approche culturaliste dans la lutte contre le Covid-19, je pense que la culture chinoise elle est spécifique, elle est propre à la Chine. Il y a des éléments. Vous savez, j'avais dit tantôt que le traumatisme que les Chinois ont vécu, nous ne l'avons pas encore vécu. Et ça me renvoie un peu au propos du vénéré guide, paix à son âme, Cheikh Ahmed Tidiane, quand il disait que ce pays, il faut comprendre cela quand il dit c'est en fait l'épisode traumatique. Il y a des pays qui doivent vivre cela. Et c'est après avoir vécu ces épisodes traumatiques que ces pays se remettent sur les deux jambes. Et je pense que c'est des périodes que les Chinois ont vécues. C'est des périodes qu'un pays comme le Rwanda a vécu. Qui fait que quand ils sont sortis de ces épisodes traumatiques, ils ont su se redresser et développer une orientation qui leur est propre et qui leur permet aujourd'hui d'être portés en exemple. Ça, je pense que c'est la réponse que je voudrais donner un peu à cette approche. À ces aspects, d'accord. Et je précise à l'endroit des autres followers que les discussions vont se poursuivre sur Twitter et sur les pages Facebook de JIDER et de l'Ex-Africa. Vous allez certainement recevoir certaines questions de Ismaël Assi qui dit, comparé à la Chine, le fanatisme religieux, le raisonnement irrationnel et dépourvu d'analyse scientifique, mais aussi et surtout l'inconscience et l'indiscipline n'ont-ils pas accéléré l'entrée et la propagation du Covid-19 dans des pays comme le nôtre, le Sénégal? Une autre question d'un spectateur anonyme, du point de vue stratégique, sur quel aspect peut-on dire que le gouvernement du Sénégal a vraiment imité la Chine pour endiguer cette pandémie du Covid-19? Je précise que vous devez faire un résumé vraiment de 5 minutes en Wolof, mais avant cela, j'ai bien envie de vous interpeller sur une toute petite question. Alors, actuellement, la Chine est en train de jouer un rôle internationaliste vis-à-vis du monde en assistant les pays techniquement, mais matériellement aussi. Alors, est-ce qu'il s'agit de culpabilité, devoir ou opportunité de se repositionner au niveau mondial? Oui, en fait, cette aide, c'est ce que j'ai considéré comme étant le renversement de la narration. Parce que la narration voudrait que le virus ait pris départ en Chine avant de s'épandre à travers les différents pays qui ont été touchés par ce virus-là. Donc, c'est ce qu'on garde en tête. Maintenant, comment faire de sorte qu'on ne puisse pas garder seulement cela dans la tête des gens. Il faut développer une politique qui va faire de sorte que la Chine va être prise comme étant en fait une sorte de sauveur de l'humanité, parce que c'est elle qui arrive, qui nous offre des équipements médicaux, qui envoie ses médecins pour nous aider à vaincre donc, la pandémie. Donc c'est ça en fait que les Chinois veulent que ça reste dans la tête des gens. C'est de montrer une Chine qui est en avant, au premier poste, qui incarne le leadership international dans la lutte contre la pandémie. Et non une Chine qui est cette Chine que le Wall Street Journal a caricaturé comme étant l'empire malade, ou qui est véritablement l'origine de tous les maux de l'humanité aujourd'hui. Donc ça, c'est ça que les Chinois veulent parvenir à enlever dans la tête des gens en incarnant cette diplomatie sanitaire à travers les pays de la soie et les pays avec lesquels en fait la Chine est en partenariat. Merci beaucoup, Dr Ibrahim Khalil Niang. Avant le résumé en Wolof, préciser à l'intention de nos followers que jeudi prochain, c'est déjà annoncé lundi, déjà 4 mai 2020, à 21h, nous allons recevoir Lansana Gagné Saro.
Il est le directeur général de l'ONAS et le thème portera sur eau et assainissement, risques et mesures préventives dans le contexte de Covid-19. À présent, 5 minutes, Dr Ibrahima Khalil Niol pour résumer en wolof ban jàngat la ñu mën a jël tey jii ci li nga xamante ni noonu la Chine gérer li nga xamante ni moom mooy pandémie Covid-19 bi. waaw jërëjëf Lika ci laaj bi nga ma laaj li ma ci bëgg wax mooy luñ ciy def jàngat Chine dafa doon réew moo xam ne dafa am lu ñuy woowee passé bi mooy passé wu épidémique dañu yàgg dund ay épidémie donc ci yàgg dund épidémie boobu dafa leen dimbali ba nga xam ne tey jii nii ñu jël ay jumtukaay yoo xam ne épidémie fu mu amee rek dinañ ko mën a. On vous entend à peine, hein? Allô? Voilà, là, on vous entend mieux. Ouais. C'est des écouteurs chinois ou quoi? Pas de m'aider. Donc, li ma doon wax mooy en fait Chine dafa doon réew moo xam ne mbirum épidémie daf ci am jàngat bu yàgg ndax dañ ko dund et épidémie ci Chine par exemple lu mel ni épidémie bu jógee ci réew ma ñoom dañ ko daan ci Chine bu yàgg ba lu ñuy wooyee les dynasties ba période de révolution culturelle bi ci boppam sax problème yooyu bu amee dañu naan tuut baaraam njiit gi kilifa gi ndax dañu naan ñoom ñooy doomi par exemple les fils du ciel et que ki leen dirigé moom la ñu jox mandat céleste boobu nag bu yorin bi rafetee rek dëkk bi daanaka du am benn problème mais bés bu dëkk bi amee ay catastrophe naturelle ba dëkk bi am ay épidémie boobu nag mandat céleste boobu war nañ ko xoolaat ndax yorin bi baax na wala baaxul bu fekkee nag épidémie am na ci réew mi rek mandat céleste bi mun nañ ci xalaat ne yorin bi rafetul loolu dafa doon ci des superstitions chinoises dafa yàgg ci ñoom te dafa am ci ñoom dafa ancré ci ñoom malgré que aujourd'hui niveau d'éducation bi permettre na tey nit yu bari ñu tëggal ko xaw ko fàtte mais loolu boo jàngee Chine dëgg-dëgg di nga ko ci gis lu ñuy wooye le mandat céleste ak les périodes d'épidémie nag mooy comme li ma ci wax rek Chine dund na ci yu bari bi mujjee te mooy bi nga xam ne mën nañu wax ne mooy magu bi nga xam ne ñun moom la ñuy dund léegi ñu naan ko Covid-19 mooy SARS-CoV-1 SARS-CoV-1 boobu aussi Chine la déparé ci province bi ñu naan dëkk bi ñu naan Guangdong moom la Sénégalais yi foofu la ñuy faral di dem di jëndi seeni marchandises yi ñuy jaay ñu naan ko Guangzhou foofu la jógee dem Hong Kong law ci biir àdduna bi ba nit ku daan voyagé jógee foofu daan dee ni ngi naan waa ñii lan moo leen feebar ba ñuy dee boobu xamaguñu woon lan la ndax chinois yi seen bopp communiqué wuñu woon ci feebar boobu lan la woon dañ ko dem nëppal toog nañ ñeenti weer di ko nëppal waxuñu àdduna bi dara ci lu jëm ci loolu mais ba loolu amee feebar bi jógee foofu dem ci capitale bi def fa l'emploi def boobu ñoom ñu jël seeni ministre santé maire dëkk baak ñëpp ñu dàq leen ndax nee nañ ñoom yoreen bi ñu yoreen pandémie bi épidémie bi ci boppam baaxul loolu doon jàngat bu njëkk mais boobu noonu 2003 am na ci yeneen jàngat yoo xam ne ñoom gis nañ ko ci mooy veille épidémiologique bi war a am service yi war ko def période boobu ñoom amuñu ko woon donc loolu mu doon aussi benn leçon bu ñu tiré confinement bi nga xam ne tey jii nii def nañ ko ci dëkk bi ñuy woowee Wuhan boobu noonu defuñu woon confinement ndax boo gisee feebar bu commencé ci nord ba dem ba ci sud ba def fa ay ñoombe yu bëree bëri lal fu ñu bëree bëri ça veut dire que tey jii nii jàngat def nañ ko ci SARS-CoV-1 boobu leneen li aussi mooy riposte bi nga xam ne gouvernement Chine indi na ko ci mobiliser matériel mobiliser aussi construction hôpital boobu ñu def ci diir bu gàtt loolu aussi ci li may wooyee c'est comme si c'était en quelque sorte une sorte de télé-réalité boo xam ne def nañ ko ci construction parce que c'était en direct ah journalièrement tu pouvais di nga daan gis ni ñu koy kii loolu bokk na ci mesure yi ñu jël nañu Wuhan ñu tëjandi ko kenn du fa dugg kenn du fa génn ci diir bu mag ba nga xam ne feebar bi dem na ba wàññeeku foofu leneen li aussi mooy jël nañ ay jumtukaay yi nga xam ne tey jii mooy jumtukaay xarala yi génn tey jii ñu naan ko nouvelle technologie
yooyu chinois yi mobiliser nañ ko pour nga bu fekkente ne nit tey dafay jug di dem fenn fu muy dem dafay bàyyi trace ba nga xam ne bu kenn feebaree foofu moom immédiatement dinañ ko contacter ba mu ñëw ñu xool la ndax yaramam bi am na lu ci nekk wala amul lu ci nekk balaa feebar bi di law di dem ci feneen boo dëkk bi bu fekkente ne am ki nga dëkkal sax ci bâtiment bi nga dëkk moom bu fekkee demul woon foofu sax yow yéen ñaar di leen di boole quarantaine ngeen toog foofu donc yooyu di doon ay mesures yoo xam ne ñoom jël nañ ko pour feebar bi bañ a law seen dëkk donc boo jëlee jëmtukaayu xarala yu bees yi ñu wooyee xaw ma nu ñu koy wooyee ci nouvelle technologie ñu ngi ko utiliser pour tey dëkkal feebar bi fa mu jóge ba nga xam ne lawul la waree law ci dëkk bi loolu jàngat la boo xam ne war nañ ko mën a def ci chinois yi ñaareel bi aussi mooy chinois yi seen jëmmu bopp xaaruñu aussi seen nguur mu jëlal leen riposte bi en charge ñoom seen bopp dañu organiser wu ci seeni quartier de sorte que tey jii nii quartier bi dañ naan ku fi dëkkul doo fi dugg ñu fi dëkk rek ñoo fi dugg voilà kenn du leen indil feebar bi loolu aussi jàngat la boo xam ne ñun Sénégal amoon naa yaakaar ne ñu suñu carte waroon nañ ko mun a jàng ci Chine par rapport ak ñoom ni ñu régler problème bi autorité aussi am na ci solo nan la autorité bi di décider ñëpp ànd ci topp ci ba kenn du jéggi yoon li am Sénégal nii def nañ fi couvre-feu état d'urgence transport nee nañ amatul réew kii capital ak capital wala région ak région mais gis nañ tey jii nii que feebar bi mi ngi dox ci capital ak capital ci région ak région loolu aussi je pense que njàngat la boo xam ne war nañ ko aussi def ci li nga xam ne la Chine def ba tey jii nii mu may ko mu téyendi virus bi foofu ba nga xam ne tey jii nii kenn juddootul di kenn kiiwul foofu nu mu tuddee feebar bi juddootul foofu nu mu foroon juddee la fay am yëpp mooy feebar boo xam ne nit ñi ay chinois lañ doon jugee bitim réew ñëw Chine indaale ko te ñooñu ku fa ñëw doo ko indaale ba mu law ndaxte ku ñëw rek dañu lay quarantaine pendant fukki fan ak nu mu tuddati fukki fan ak ñeent ba pare doog lay bàyyi nga dem joxi sa soxla loolu aussi mu doon ay mesures yoo xam ne ñoom jëluñu ko mu doon mesures yoo xam ne aussi ñun jëluñu ko man dee naa aussi li may wax mémoire épidémiologique foofu la baaxee Chine la ñu nangu ñun par exemple feebar bi ba mu amee ku nekk di ñëw di génn Chine loolu nangu ko woon même Ebola ba mu xewee Ebola fii la xewee woon ay Libéria ay Guinée Sierra Leone mais période boobu képp kuy étudiant wala ressortissant wu pays yooyu boo ñëwee Chine dañ lay quarantaine ba pare te tey jii nii boo gisee virus bi chinois yi dañ naan voyager di dem fu leen neex amul fenn fu leen dem defee mesure de quarantaine donc loolu aussi adduna bi war na si jàng ndax ñoom lu ñu dul permettre ñeneen ñi aussi yaakaar naa ne ñeneen ñi war nañ ci jëlee ay jàngat très tôt Ebola bi ñoom dañ ci jàng ba nga xamee ne tey jii ne mën naa la wax épisode boo xam ne man fekkee naa ko ba ma demee Chine mooy ay Guinéens yoo xam ne ba ñu ñëwee dañ leen defal hôtel ñoom kase période Ebola encore une minute waaw hôtel ñoom kase ba pare jox leen ku si nekk ay puce téléphone pour tracer leen ku nekk foo dem ñu xam ne fii nga dem ku nekk foo dugg ñu xam ne fii nga dugg ba am ñaar ñoo xam ne dañoo jëloon seen puce sànni ko léegi nag ñu génnee seen photo nag ne ñaar ñi dañ leen di wër ba chinois yi bari yaakaaroon ne ñii dañoo feebar mais feebaruñu donc yooyu aussi ay mesures yoo xam ne ñoom jëloon nañ ko ca njëlbeen ba pour que virus bañ a mun développé wu seen dëkk mu jën tal bi sax ñu jugee RD Congo sax laa la wax ci voyage yi ma fa mujjee def boo fa ñëwee balaa ngay wàcc ci avion bi dañ lay dugal ci ba wàccee ci avion ba pare yow la ñuy njëkk wàccee ak ka fa mënta jógee muy chinois muy waa RD Congo ñu dugal la ñu dem consulter la ba xool ba pare balaa ngay mën a ànd ak waa population donc mesure yooyu aussi ci responsabilité la bokk parce que boo yoree réew yor responsabilité da nga koy jël ba mu fees del jël mesure yi ci wax merci waaw laxisme bi am aussi ci merci yi am ci jël information yi jël décision merci beaucoup docteur xam nga ni lu bëri am na lu des loo xamante ni jotuñu kaa wax surtout aspect économique bi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di entreprise chinoise yi malheureusement heure bi xoj nañu passé nañu bu baax heure bi nga xamante ne moom la ñu roxee ji mayoon
xam naa moom jour bu may def débriefing moom dina xaw metti tuuti mais yow tamit da nga tardé ak sa écouteur chinois bi nga takk nii xam naa loolu yëpp itamit indi na xaw jaxasoo tuuti mais en tout cas vous avez beaucoup de félicitations qui affluent là dans nos plateformes de diffusion. Je retiens surtout celle de Fat Mourad Sarr qui est une quand même porteuse de l'ex. Elle est très active dans l'ex-Africa. Elle vous encourage pour l'exposé qui est très brillant. Et puis, elle parle de mise à jour des pays africains dans la recherche pour des solutions plus adaptées à nos réalités. Il y a beaucoup d'encouragement, beaucoup de questions, comme je vous l'ai dit, qui vont se poursuivre, les discussions se poursuivent, les débats se poursuivent sur les sites Facebook de JIDER et de l'ex-Africa. Merci à toute l'équipe qui était derrière, Rokaye, Fante Diallo, Tay Abseding, et puis il y a les garçons, Abraham, Mohamed, Djibi, Mahadi, Djainaba. Merci à tous, mesdames et messieurs, de nous avoir écoutés. Avant de vous souhaiter de passer une excellente soirée, vous rappelez que notre invité lundi 4 mai, c'est là Lansana Gagnisaro, le directeur général de l'ONAS, qui nous parlera d'assainissement dans le contexte du Covid-19. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci à notre invité, Dr Ibrahim Khalilian. À lundi, bonne soirée à tous. C'est des écouteurs chinois, hein?